Quand j'avais 18 ans, mon travail de rêve, c'était d'être James Cameron. J'étais vraiment passionné par l'esthétique de ses films et surtout par les innovations technologiques qu'il mettait en place pour les réaliser. Bon, avec le temps, j'ai revu mes ambitions à la baisse et je me retrouve ici, sur cette chaîne YouTube, à vous parler de technologie quasiment quotidiennement. C'est pas aussi impressionnant, mais c'est tout autant passionnant. Mais la sortie d'Avatar 3, 16 ans après le premier, me donne l'occasion de réaliser un reportage assez exclusif. Je me suis rendu au plus proche de James Cameron et de ses acteurs. J'ai interviewé un professionnel projectionniste dans un cinéma, ou encore Pepe Garcia, qui a eu la chance d'aller sur le terrain durant le tournage d'Avatar. Tout ça pour comprendre en quoi la sortie d'un film comme Avatar change clairement la dynamique, que ce soit de la simple caméra pour filmer, jusqu'au vidéoprojecteur dans votre salle de cinéma. En 2009, j'ai eu la chance d'aller à l'endroit où James Cameron a réalisé le premier Avatar. Et il y avait James qui était là. J'avais 2 ans, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Je rencontrais Dieu. Pour moi, il y a Nolan et Cameron. On avait une sorte de grand cube et on voyait des acteurs qui étaient en combinaison. Et derrière, il y avait une armée de techniciens. Et on se dit, mais ils sont en train de créer quelque chose à partir d'une base que je trouvais faible. Et en même temps, il y avait un produit qu'on voit actuellement à l'image, qui est une caméra qui a directement le retour image de ce qui se passera après le trucage. Dans le retour image de James Cameron, on avait déjà le décor qui était installé, il était dedans. J'ai dit, mais c'est officiel. Pour la performance capture, James Cameron et ses équipes ont imaginé un casque que pourraient porter les acteurs, avec un équipement qui se place à peu près à 25 cm de leur visage, qui intègre le microphone pour enregistrer leur performance vocale, mais aussi une caméra, afin de capter précisément le moindre rictus que pourrait réaliser l'acteur pour qu'il soit reproduit par la suite dans le film final. Avec tous les capteurs sur le corps, les acteurs jouent les scènes des films Avatar. Et c'est là la révolution sur le tournage que James Cameron a apporté entre un tournage normal et un tournage comme Avatar. On se rend pas trop compte, mais sur un tournage normal, c'est une chorégraphie absolument dantesque qui se déroule lorsque les acteurs font une prise. La lumière doit être parfaite, le son ne doit pas avoir de bug, le caméraman doit correctement cadrer, le cadreur doit maîtriser sa caméra, la script doit s'assurer des raccords entre les séquences. Une fois qu'elle a été enregistrée, ça sera compliqué de revenir dessus au montage. Sur Avatar, tout est différent. Cameron se concentre dans un premier temps uniquement sur la direction d'acteurs et pas du tout du cadre. Il leur montre quelques modèles 3D des décors pour qu'ils puissent se projeter, et là, c'est là que tout leur talent d'acteur se joue. Il faut qu'ils s'immergent par la pensée dans ce monde qu'est Pandora, et il faut qu'ils jouent en y croyant, alors qu'ils sont dans un simple hangar tout gris, bardé de capteurs et bardé de caméras infrarouges au plafond. Donc là, l'idée pour Cameron, c'est d'avoir une caméra émotionnelle, c'est-à-dire qu'au millimètre près, l'acteur devient un avis. Il dit même à un moment, c'est plus de la motion capture, il faut rajouter un E devant, émotion capture. Tout à fait, parce qu'on a l'intégralité de l'acteur, ses mimiques, captées en même temps que les mouvements de la main, et ça, c'est la grande différence. Il ne pouvait pas le faire à l'époque. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois. Quand on regarde La planète des singes, quand on voit le travail sur l'acteur, justement, avec toutes les mimiques, c'est la même technique qui est utilisée. Là, dans Avatar 2, ils ont joint des techniques. C'est-à-dire multiplier les techniques pour que ce soit réaliste, corps, visage, expression, émotion. Et ça, c'est très compliqué à faire passer. Une fois que la performance des acteurs a bien été enregistrée par les ordinateurs, James Cameron passe à la réalisation de son film. Il va rejouer les scènes sur son ordinateur et avec un écran entre ses mains qui fait office de caméra dans le monde virtuel, il va positionner ses caméras plan par plan en rejouant les performances des acteurs en boucle puisqu'elle a été enregistrée. C'est assez amusant de voir ces images-là parce qu'on voit James Cameron complètement seul dans son volume, en train d'imaginer les cadres. Il peut même réduire la taille de son monde virtuel à des échelles complètement infimes afin de réaliser des plans aériens à la main. Et c'est seulement une fois que toute cette performance, celle des acteurs et celle du cadreur, qui ont été enregistrées dans les ordinateurs, que les artistes 3D entrent en jeu et matérialisent toutes ces données dans un film dont l'immersion est complètement folle. C'est vrai que quand on regarde Avatar, on se dit toujours c'est complètement fou, on y croirait quoi. Faut savoir qu'Avatar 2 et Avatar 3 ont été tournés en même temps, ce qui a demandé aux acteurs de tourner dans ce hangar gris pendant quasiment 1 an et demi. It's interesting, you do like an 18-month block, say, or a 2-year block of the movie. That was started in 2017, and then it's an organic kind of process with Avatar because the way that Jim, I believe, creates is he gets inspired by what he's capturing and what he's filming. So then we would just get being pulled back in. I think Stephen was filming stuff last year on this, so it's even this year because we did some stuff on this year. So it's an interesting process. Unlike other movies where you just do it, forget about it, and then sell it later. We're always attached to the Avatar world. Yeah.
Et là, c'est intéressant. Sam Worthington, qui joue Jake Sully, l'acteur principal finalement, il vient de me dire un truc, c'est qu'ils ont retourné, rien que cette année, des scènes pour Avatar 3. Alors qu'ils ont tout tourné en 2017. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Quand on fait un film 100% numérique, on peut rouvrir le hangar, faire rejouer un acteur pour modifier une scène. So, like, I'll give you an example. So, the Leonopteryx, the big red creature that Jake rides in movie 1, it wasn't written in movie 3, but I decided to bring it back. And I was going to bring it back in a later film. I decided to bring it back in 3. It's like, so I called up Sam and said, Sam, you want to ride the Toru? He goes, yeah, mate, whatever you need. Au-delà de l'œuvre cinématographique, je pense que ce qui attire les gens pour aller voir un Avatar, c'est l'expérience au cinéma. Alors j'ai demandé aux acteurs à quel point Cameron avait la 3D en tête lorsqu'il tournait, et voici ce qu'ils m'ont répondu. Look, Jim makes 3D cameras. There you go, he designs them. Yeah. I think he's always used 3D as an immersive tool to tell his story. I think this type of world, he loves the fact that he can bring you out of your seat in the cinema and transport you. And I think great movies do that. They let you leave your life behind and experience another kind of a dimension or another world or a journey into this story. And I think that's what he uses it for. Look, Jim Cameron's got more arrows in his quiver than Neytiri does. And each one of them is something he uses to kind of achieve an objective. You know, whether it be 3D, whether it be performance capture, live action, whatever it may be, he knows how to employ it. He's very canny and he's not wasteful. Yeah, he's a visionary filmmaker, always has been. Et c'est à ce moment que je me suis dit, et si j'interviewais un projectionniste, histoire de juste savoir exactement ce qui se passe dans une salle de cinéma à la sortie d'un Avatar. Hello Quentin! Salut Arnaud. Alors toi, t'es projectionniste professionnel, tu travailles dans un cinéma. Tout à fait, dans un grand cinéma avec plein de salles. Qu'est-ce que ça change d'avoir un film comme Avatar qui arrive dans vos salles? Alors à chaque fois qu'il y a un nouvel Avatar qui sort, c'est un peu le branle-bas de combat en coulisses dans tous les cinémas de France. Vite, regardez si le matériel est compatible. Et pour chacun de ces films, il a un petit peu révolutionné le milieu de la projection. Avec le premier Avatar en 2009, il y a eu l'arrivée de la 3D et du cinéma numérique. Ça a forcé le passage. Ça a forcé le passage, voilà. La 3D est arrivée en force dans les salles, les projecteurs numériques aussi. En 2022, avec Avatar, La Voix de l'eau, c'est la HFR et la 4K qui sont arrivées. Donc qu'est-ce que c'est la HFR pour les gens Alors la HFR, en fait, tout simplement, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, notamment dans les jeux vidéo, c'est-à-dire une fréquence d'image plus élevée. Au cinéma, lorsque tu regardes un film, Arnaud, il y a 24 images par seconde. Eh bien, James Cameron a voulu produire des films avec 48 images par seconde. We tried to decide how to apply it, and the rule was, whenever they're underwater, it's 48 frames. Boom. Just don't even think about it. If it's just people sitting around talking or you know, walking and talking, whatever, relatively slowly evolving images, it's not necessary. In fact, it's actually sometimes even counterproductive because it looks a little too glassy smooth, right? So the trick to it was to figure out where to use it and where not to use it. Now, the one thing I will say pretty definitively, 48 frames doesn't benefit a 2D movie very much, if at all. It's really about making a better experience in 3D. Un film qui a 2 fois plus d'images par seconde est un film qui, numériquement, informatiquement, pèse 2 fois plus lourd, par exemple. Ah bah oui. Et donc, il faut que les serveurs soient capables de le stocker. Il faut de la puissance. Il faut de la puissance, il faut du débit aussi. Il faut que la bande passante entre les serveurs et le projecteur soit suffisante. Et il faut bien sûr s'assurer d'abord que le projecteur soit capable d'assumer justement ce doublement de fréquence d'image. D'autant plus qu'en 3D, il y a une image pour chaque œil. Ce qui fait que techniquement, sur le fichier numérique, il y a 96 images par seconde. Quand les journalistes demandent à Cameron pourquoi il utilise le HFR ou la 3D, pour lui, c'est pas simplement un caprice de technicien qui a envie de se faire kiffer sur son fichier exporté, mais vraiment, il l'utilise comme un outil pour raconter son histoire. Doubler la fréquence d'image durant le film, pour Cameron, c'est une manière de rendre l'action plus lisible, alors que quand il reste sur du 24 images par seconde, il dit rendre les séquences plus humaines, puisque ça ressemble plus à ce qu'on connaît dans les films habituellement. Et c'est vrai que même s'il y a d'autres réalisateurs qui vont sur des défis techniques, James Cameron, c'est vraiment l'un des seuls qui essaye d'innover pour servir son art. Cameron est un défricheur. C'est un des premiers à avoir poussé pour que les cinémas s'équipent en 3D, en 48 images par seconde. C'est un des premiers à avoir poussé ça, à avoir essayé d'entraîner Hollywood. Le problème, c'est qu'il a entraîné Hollywood, il est seul à faire bien, à mon avis. Le problème de Cameron, c'est le seul à bien traiter carrément la 3D. Il devient presque scientifique de ces... Il a créé ses propres caméras. C'est un technicien, c'est un passionné. C'est que le mec, il dit « je veux ça ». Et il pousse ses techniciens à travailler là-dessus. Et pour ça, je l'admire.
Et puis là aujourd'hui avec Avatar de feu et de cendres, vu que James Cameron va encore plus loin dans l'image, vous le verrez au cinéma, il y a encore plus de contraste, encore plus de dynamique dans l'image, de choses qui brillent à droite, de décors sombres à gauche, eh bien on va avoir besoin d'avoir des projecteurs qui sont aujourd'hui laser, qui permettent d'avoir une image riche en couleurs et avec une très grande plage dynamique. Avoir une bonne puissance lumineuse. Exactement, quoi. en fait une très grosse puissance lumineuse pour que lorsque l'on met ces lunettes 3D, on puisse avoir une image qui vraiment saute au visage et qui soit vraiment saisissante et on n'ait pas l'impression d'avoir quelque chose d'un peu sombre ou d'un peu grisâtre. Comment vous vous préparez à ça? C'est-à-dire que les studios de James Cameron, ils vous disent « Ah bah ça va être ça les normes pour le prochain » et vous, combien de temps à l'avance vous préparez ce changement de matériel? Alors évidemment, les studios qui sortent le film, au-delà des fiches techniques, ils nous envoient des petits extraits vidéo, alors qui ne sont pas du film qui viennent, mais en tout cas qui correspondent exactement aux normes techniques qu'il y a besoin, ce qui nous permet en amont de tester le matériel, de se préparer, de voir si ça fonctionne. Et d'ailleurs, tu remarqueras Arnaud qu'à chaque nouvelle sortie d'Avatar, on ressort quelques mois avant le Avatar précédent. Oui. C'est aussi un petit peu une épreuve technique pour tous les cinémas, de voir si 3 mois avant, on est capable de projeter Avatar. Alors il y a un truc qui est fou, c'est que tu m'as envoyé toutes les affiches promotionnelles du film. Tout à fait. Et on peut les afficher à l'image. Il y a absolument 50 formats différents. T'as le Screen X, la 4DX, la 3D Dolby, t'as l'IMAX, enfin bref, ça n'en finit pas de formats. Et je me suis dit, mais attends, mais faut être un expert pour savoir lequel aller voir quoi au cinéma. Je me dis peut-être que vous, chez vous, en tant que spectateur, vous vous dites, mais lequel je vais voir, sachant qu'en plus, le prix d'une place de cinéma aujourd'hui, Oui. c'est pas si bas, hein. On monte au-dessus de 20 € quand on a ces options-là. Donc toi, est-ce que tu as un conseil pour les gens de savoir quel type de séance choisir? Je dirais d'un côté l'IMAX, Ouais. pour cette immersion et ce côté justement écran géant en face de nous, qui va être plutôt dans la verticalité. C'est un format vraiment très immersif et qui permet vraiment d'être plongé dans un univers. Et de l'autre, je conseillerais aussi le format Dolby Cinema, qui permet de profiter de toute cette puissance lumineuse, de toute la richesse de l'image, évidemment en 3D avec cette profondeur qui est absolument impressionnante sur ces films. Le son va aussi venir des enceintes au plafond et on va avoir vraiment la sensation d'objets qui se déplacent dans la pièce. Une sorte de 3D sonore. Une sorte de 3D sonore. Et évidemment, l'IMAX n'est pas en reste, puisque au-delà de l'image, ils ont également le format IMAX Audio, qui propose également la même expérience, avec à la fois des enceintes au plafond, sur les côtés, un petit peu partout dans la salle, et qui permet, au-delà d'être immergé dans l'image, d'être aussi immergé à travers le son. Mais donc il y a combien d'exports d'Avatar? Parce que je me dis, le nombre d'exports de ce film doit être énorme. On reçoit, je veux dire, à peu près une quarantaine de fichiers différents, rien que pour Avatar. Aujourd'hui, comment se porte le cinéma? Même James Cameron l'a dit, que les salles étaient en train de se vider et que c'était la merde. On ne retrouve pas le niveau de fréquentation qu'on pouvait avoir dans les années 2010, où là vraiment les scores ont explosé. C'est l'époque où on avait tous les films Marvel et Avengers, etc. qui cartonnaient au cinéma. C'est l'époque où aussi on avait Avatar, les Star Wars, enfin bref. On a l'impression que cette habitude a été un petit peu perdue. Et je pense que c'est justement à nous aujourd'hui de proposer au cinéma un véritable événement, et ça passe évidemment par le spectacle. Le spectacle visuel, le spectacle sonore, et je crois que Avatar en est le parfait exemple. C'est important pour nous parce qu'on espère que c'est un film qui va faire revenir le public en salle. Avatar, c'est un film pour lequel il y a eu beaucoup d'investissements, de la part des studios bien sûr, mais aussi de la part des salles de cinéma qui ont investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour rénover leurs salles, pour racheter des projecteurs, racheter des enceintes, etc., racheter des écrans pour équiper les salles de cinéma, pour améliorer le matériel. En vrai, un film comme Avatar 3, il n'a pas trop le choix de marcher. Le budget est colossal, plus de 400 millions de dollars. Et en vrai, vu le contexte, faire un pari aussi gros sur un film qui sort au cinéma, bah c'est risqué. Parce que les offres de streaming sur Netflix, Disney+, etc. sont de plus en plus intéressantes. Parce que chez nous, on peut vraiment bien s'équiper, que ce soit avec un téléviseur, un vidéoprojecteur ou une bonne barre de son. Et aussi parce que le prix d'un ticket de cinéma, ça a quand même sacrément augmenté. James Cameron, en vrai, c'est un peu l'un des derniers réalisateurs à voir ça comme un sport tech extrême, à se dire « je vais essayer de proposer de nouvelles expériences au cinéma pour donner envie aux gens de vivre une expérience unique qu'ils peuvent pas faire chez eux ». Alors ça a marché avec Avatar 1, avec un film qui était vraiment spectaculaire. Avatar 2 a très bien fonctionné, mais est-ce que c'était uniquement par la curiosité de la suite qui sortait 13 ans plus tard ? Là, on arrive sur Avatar 3, qui est une suite directe à Avatar 2, qui va fermer la trilogie. Et la promesse que James Cameron nous fait est énorme. Du grand spectacle, des réponses aux questions qu'on se posait dans le 1 et le 2, un nouveau peuple de Na'vi que je comparerais un peu à la Mad Max, avec leurs peintures de combat et leurs attitudes guerrières.
Je suis très curieux de voir si ce film va réussir à transformer l'essai, et je pense que l'industrie du cinéma a vraiment les yeux rivés dessus, puisque ça risque de donner le ton pour les prochaines années à venir dans les salles de cinéma. Donc c'est pas juste un film, c'est un stress de toutes les industries, une forme de laboratoire géant en même temps, et j'espère une preuve que le cinéma peut encore surprendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment trop content d'avoir pu réaliser cette vidéo. J'ai envie de dire, si vous pouvez, faites-vous plaisir, allez voir ce film dans les salles. Pour l'avoir vu en avant-première, je peux vous dire quand même que je me suis pris une sacrée claque technique. Merci à Quentin d'avoir répondu à mon interview, à Pépé aussi, mais aussi aux acteurs d'Avatar et à l'équipe de Disney qui m'a permis de m'approcher au plus proche des équipes de James Cameron pour pouvoir avoir toutes ces informations. Allez, vive le cinéma, vive les technologies, ciao!